la une ce soir. Je tiens à féliciter Tatiana Auguste, Daniel Martin et Dolly Begum. C'est le temps d'être sérieux. On va être sérieux. Maintenant majoritaire, Mark Carney suspend la taxe sur l'essence. C'est une mesure absolument temporaire, mais importante. Passation du pouvoir entre François Legault et Christine Fréchette à la veille de son assermentation. Christine va être une excellente première ministre pour longtemps. Et discussion de paix entre Israël et le Liban sans le Hezbollah. This is a historic opportunity. This is about bringing a permanent end to 20 or 30 years of Hezbollah's influence in this part of the world. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon mardi. Alors oui, beaucoup d'actions sur la scène politique, tant provinciale que fédérale. D'abord, les libéraux en sont maintenant majoritaires et annoncent que dès lundi, l'essence va coûter 10 cents de moins le litre jusqu'en septembre. Mark Carney qui suspend donc la taxe sur l'essence pour 5 mois. Un peu de répit donc pour les contribuables. C'est aussi ce que souhaite la première ministre désignée, Christine Fréchette, qui l'a dit plusieurs fois, veut trouver des solutions pour réduire la pression financière des Québécois. Aujourd'hui, elle a multiplié les rencontres avec les ministres. Et Jean-François, il y a quelques minutes à peine, il y a eu passation des pouvoirs. Voilà, elle a rencontré François Legault, rencontre qui n'est peut-être pas terminée. Là, ça a commencé il y a quelques minutes. Donc, évidemment, c'est plus protocolaire qu'autre chose, puisque c'est demain qu'aura lieu son assermentation là, officielle comme première ministre à 16 heures. Par la suite, elle va rencontrer les députés du caucus de la CAQ également. On peut écouter ce qu'ils avaient à dire, François Legault et Christine Fréchette, là, tout juste avant d'entrer dans cette rencontre. Je pars rassuré. Parce que, évidemment, quand on laisse son bébé, c'est toujours un petit peu inquiétant, mais je pars rassuré. Je me dis, hey, je peux pas demander une meilleure personne que Christine pour prendre en main l'avenir du Québec. Christine va être une excellente première ministre. Moi, ce que je propose aux Québécois, c'est d'avancer. Pour avancer, il faut avoir de la vision, il faut avoir de l'ambition. Dans mon nouveau gouvernement, c'est ça dans quoi on va se réinvestir, au bénéfice de tous les Québécois. Alors, j'ai hâte de me mettre au travail, M. le Premier ministre. Bon, Mme Fréchette qui a reçu la bénédiction sera assermentée officiellement demain. Mais pendant ce temps-là, il y a des bruits de corridor, Jean-François, concernant la composition du prochain Conseil des ministres. Oui, ce sera quand même complexe parce qu'elle veut réduire le nombre de ministres, mais aussi inclure des membres, bien sûr, de son équipe, mais de celle de Bernard Drinville. Et peut-être même, elle est ouverte à ce qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas élu, qui fasse son entrée au Conseil des ministres. Aujourd'hui, elle a rencontré le ministre des Finances, Éric Girard, pour discuter justement de toutes ces mesures qui pourraient être implantées rapidement pour aider les Québécois. On sait qu'elle a 250 millions de dollars de réservés dans le budget d'Éric Girard. Elle a rencontré également Simon-Jolin Barrette et on a, bien entendu, là, rencontré Bernard Drinville hier en soirée. On s'attend à ce que Bernard Drinville veuille un ministère économique, peut-être même du côté de l'énergie. Donc, ce sera à voir. Bien entendu, là, on s'attend à ce que le Conseil des ministres soit dévoilé la semaine prochaine, donc encore dans quelques jours. Oui, puis tu le disais, elle promet donc des mesures pour aider les Québécois dans les prochains jours. Et les PME de la province espèrent aussi avoir un coup de pouce, là. Oui, ça va de soi. Évidemment, là, on le sait, les PME qui vivent des moments difficiles avec le contexte économique. On veut des assouplissements du côté des mesures fiscales, du côté de la paperasse, bien entendu. Mais on dit que d'aider les entreprises aussi, ça va aider les contribuables. Mais on est quand même assez content de voir que Mme Fréchette, qui est une ancienne, qui faisait partie de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, mais qui connaît bien les entreprises, qui était ministre de l'Économie, on est quand même satisfait. Pour aider le portefeuille des Québécois, il faut répondre aux enjeux des petites entreprises qui vivent la même chose. Puis plus l'entreprise est petite, plus les augmentations des coûts qui sont hors contrôle est vraiment élevée. Très intéressant, certains engagements de Mme Fréchette, notamment pour rembourser la taxe carbone pour les agriculteurs. On l'incite à agir activement et rapidement. Maintenant, la réalité qui est vécue par les agriculteurs est vécue par les entreprises dans le secteur de la construction, est vécue par les entreprises dans le secteur de la transformation, est vécue par les entreprises du secteur des transports. Et à noter que demain matin, elle sera accueillie à la Ville de Québec et sera nommée mairesse honoraire, donc tout juste avant son assermentation. Merci Jean-François.
Alors, c'est un tour du chapeau pour Mark Carney, le Parti libéral du Canada, qui est maintenant majoritaire. Les libéraux ont désormais 174 sièges à la Chambre des communes. Ils ont raflé, sans trop grande surprise, dans les 3 circonscriptions qui étaient en élection partielle, dont Terrebonne. Alain est avec moi pour analyser tout ça. Salut, Alain. Salut, Marie. Donc, je le disais, c'est pas une grande surprise. Personne n'est tombé en bas de sa chaise hier. Sauf pour Terrebonne, c'est à souligner. On s'attendait que ça soit serré quand même. Mais dis-moi, à qui la défaite fait le plus mal? Clairement, à Pierre Poilievre, dans toutes les 3 circonscriptions, le score par rapport à l'élection il y a un an a diminué. Et on parle même dans l'université Rosedale, il a fini 3e après le NPD. Puis Dieu sait que pour le NPD, ça ne va pas bien. Donc, ça inaugure mal pour les prochains jours pour Pierre Poilievre parce que là, il va rentrer avec son caucus. Il y a une insatisfaction qui est grandissante. Et il y a encore des députés qui envisagent de quitter le caucus. Oui, puis ça fait longtemps qu'on en parle de cette insatisfaction au sein du Parti conservateur. Mais qu'est-ce qu'il va faire, selon toi, Pierre Poilievre? Est-ce qu'il va quitter prochainement? Est-ce qu'il peut prendre cette décision-là? Bien, lui, il s'acharne, il veut rester en poste, mais la pression va venir du caucus parce que le Parti conservateur utilise la loi Chung et qui lui donne le pouvoir d'expulser son chef. Donc, s'il ne change pas sa façon de faire, le ton qu'il utilise, sa façon de s'exprimer lorsqu'il parle aux journalistes, bien, ça va créer encore de l'insatisfaction parce que les gens ne sont pas contents. Ils voient l'impact dans leur propre circonscription. Là, est-ce que d'autres députés vont aller comme transfuges? Maintenant que la majorité est atteinte, il n'y a plus vraiment d'intérêt pour eux. Ouais. Mais juste de quitter pour devenir indépendant, ça ferait déjà très mal à Pierre Poilievre. Je pense qu'il y en a qui seraient tentés encore. Là. Je te confirme que dans les prochains jours, prochaines semaines, on devra avoir d'autres surprises. Tu nous donneras le scoop, s'il te plaît, mon cher Alain. Je veux revenir, bien sûr, sur la nouvelle du jour, quand même. Mark Carney qui annonce la suspension de la taxe sur l'essence jusqu'à la fête du travail, donc pendant 5 mois. D'abord, ma première question, pourquoi il ne l'a pas fait jusqu'à la fin de l'année? Bon, premièrement, parce que ça a un coût. Donc, la question qu'il faudrait lui poser, la prochaine question quand on va parler avec François-Philippe Champagne, c'est OK, mais on prend l'argent où? Est-ce qu'on la rajoute sur la dette, cet argent-là? Oui, parce que c'est quand même une mesure qui va coûter au Trésor public 2,4 milliards de dollars. C'est exactement. Énorme. Puis deuxièmement, bien, c'est lié direct au conflit qui est en Iran. Donc, est-ce que ce conflit-là va perdurer? Il n'y a rien qui empêcherait François-Philippe Champagne et Mark Carney de prolonger cette baisse de taxes pour les contribuables par la suite si la guerre devait se poursuivre et que le prix de l'essence continuerait d'augmenter. Mise à jour économique du gouvernement Carney le 28 avril. À quoi on peut s'attendre? Bien là, on a l'air de laisser sous-entendre que le déficit est moins élevé que prévu. Donc, est-ce que c'est la raison pourquoi Mark Carney donne déjà un répit aux contribuables? Oui. Aura-t-il d'autres mesures à mettre en place? C'est ça qu'on va suivre. Bon, on se reparle le 28, peut-être avant, évidemment. J'espère. Merci, Alain. Ça fait plaisir. Une nouvelle fait réagir. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à m'écrire par courriel. Vous voyez présentement mon adresse à l'écran. Maintenant, l'hiver qu'on vient de traverser, vous le savez, a été très rigoureux et ça a fait automatiquement grimper la facture d'électricité de bien des Québécois. Mais cette période-là de très grand froid a aussi mis une forte pression sur le réseau. C'est ce qui ressort du bilan dévoilé aujourd'hui par Hydro-Québec. Reportage, Elliott Tremblay. Bien, ça a été un hiver froid qui a débuté tôt au niveau des périodes froides quand même. Donc, cette année, entre le 1er novembre et le 31 mars, un client qui vit dans une maison unifamiliale peut s'attendre à avoir un impact relié au froid sur la facture de 132 $. Donc, une augmentation par rapport à l'an dernier de 132 $ et environ 38 $ pour un logement 5 pièces et demi. Évidemment, ça dépend du nombre d'occupants dans la maison, de la qualité de l'isolation, puis aussi des habitudes de vie. Mais peu importe, le froid a un impact sur votre facture d'électricité parce qu'ici au Québec, contrairement à la majorité de nos voisins, on chauffe à l'électricité. L'électricité au Québec, ça représente un peu plus de 50 % de la consommation d'un ménage. Donc, plus il fait froid, évidemment, plus il va y avoir un impact direct sur la facture. C'est pour ça. Par période de grand froid, la demande en électricité grimpe rapidement au Québec, ce qui crée une grande pression sur le réseau d'Hydro. Alors, des fois, souvent, on doit importer de l'électricité de nos voisins. Mais par exemple, cette tendance-là tend à changer. Les planifications récentes démontrent que l'Ontario puis les autres voisins vont tous avoir ce besoin-là en hiver aussi, d'ici 5 à 10 ans à peu près. Donc, c'est prometteur sur comment on va s'en sortir avec ces demandes de puissance en hiver.
En ce moment, pour éviter de surcharger le réseau, Hydro-Québec incite les clients à réduire volontairement leur consommation avec le programme ILO. Puis les utilisateurs de ce programme-là font des belles économies. Cette année, en moyenne, les clients avec des thermostats connectés qui souscrivent à nos offres de tarification ont économisé environ 150 $. Donc, c'est un peu plus que l'impact du froid si vous habitez dans une maison unifamiliale. L'an dernier, il y avait environ 60 000 clients qui utilisaient ILO. Et cette année, le chiffre a pratiquement doublé. On est rendu à 115 000 clients. Mais selon Héloïse Edom, c'est pas une solution miracle. L'enjeu avec des solutions comme ILO, c'est que des fois, l'ordre de grandeur de ce que ça fournit comme service, des fois, n'est pas toujours approprié aux besoins. Donc, toutes ces tentatives de faire réduire la demande de pointe dans le secteur résidentiel, ben, ça a livré, pour 400 000 clients, ça a livré 500 mégawatts. C'est pas énorme. Évidemment, des épisodes de grand froid avec les changements climatiques, on va en avoir de plus en plus. Alors, il va falloir trouver des solutions pour ne pas manquer de courant et pour que ça ne coûte pas trop cher non plus. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. Sur la scène judiciaire maintenant, il y a un homme qui a été poignardé à mort dans l'entrée de son appartement. C'était à Montréal en 2024. Deux frères, Chad et Jaden Pinel, sont accusés du meurtre, mais encore aujourd'hui, le motif demeure flou. Ce qu'on sait, c'est que la victime est allée cogner à l'appartement voisin après avoir entendu, semble-t-il, la musique forte en pleine nuit. Les explications de Lily Mercure. Le procès de Jaden Pinel et de Chad Pinel, les deux frères accusés du meurtre au 2e degré de Connor Patrick O'Lallen, s'est poursuivi au Palais de justice de Montréal aujourd'hui avec le témoignage de Jonathan Lynn, un ami de la victime en visite de Vancouver au moment des faits. Dans la nuit du 17 au 18 mai 2024, une chicane entre voisins aurait éclaté dans un immeuble résidentiel de Saint-Henri et aurait mené à une altercation fatale causant la mort de Connor Patrick O'Lallen. Les deux frères accusés dans cette affaire étaient alors âgés de 18 et 20 ans. Jonathan Lynn a expliqué en cours qu'ils ont passé la soirée du 17 mai avec un autre ami, Connor O'Lallen, et sa copine. Ils ont notamment débuté la soirée en faisant un barbecue. Ils ont ensuite sillonné les bars. Ils se sont aussi arrêtés dans un parc de Montréal où ils ont parlé de leurs projets d'avenir et leurs rêves. Ils étaient loin de se douter de la tournure des événements. Ils rentrent à l'appartement de Patrick O'Lallen vers 3 heures du matin, alors que la copine était déjà revenue et dormait. Ils auraient remarqué de la musique assez forte venant d'un appartement voisin. Malgré l'heure tardive, ils jouent à des jeux vidéo et commandent la nourriture. C'est vers 4 heures du matin que le Montréalais descend pour aller chercher la commande et remarque que la musique se fait toujours entendre. Curieux, Connor O'Lallen aura alors décidé d'aller voir ce qui se passait chez ses voisins. Jonathan Lynn, lui, était fatigué et se rendait à la salle de bain. Il aurait alors vu son ami cogner à la porte de ses voisins en souriant. Ce sont les frères Pinel qui auraient ouvert la porte, même s'ils n'étaient pas chez eux. Ils étaient en visite chez deux jeunes femmes qui résidaient dans l'appartement. La discussion aurait été cordiale. Moins de 10 minutes plus tard, Jonathan Lynn aurait entendu de l'agitation alors qu'il était toujours dans la salle de bain. Il aurait ouvert la porte pour découvrir son ami au sol, poignardé à l'abdomen. La copine de Connor O'Lallen, elle aussi sur place, aurait alors hurlé sur l'une des personnes présentes dans le corridor. L'un des hommes aurait pris le téléphone de Jonathan Lynn avant de lui lancer dessus. Les services d'urgence et la police sont arrivés quelques minutes plus tard. C'est à l'hôpital où le décès de la victime a malheureusement été constaté. Le procès, qui est présidé par la juge Catherine Perrault, s'est amorcé la semaine dernière. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info. L'antenne Anse à l'Orme du REM va ouvrir le 18 mai dans l'ouest de l'île de Montréal. Elle va compter 4 stations, dont celle du Fairview-Pointe-Claire. Ça va porter à 23, donc, le nombre d'arrêts du réseau répartis sur 63 km. On est donc 2 ans après l'ouverture du premier tronçon entre Brossard et la gare centrale. Il reste donc la dernière branche à compléter, celle vers l'aéroport Montréal-Trudeau, dont la mise en service est prévue l'an prochain. Maintenant, les jeunes Québécois prennent moins de cannabis depuis quelques années. En fait, les personnes de 21 ans et plus ont, eux, augmenté leur consommation depuis la légalisation en 2018. Mais chez les 15-20 ans, elle a diminué de presque 10 %. Les détails avec Maxime Daly. 28 % des personnes sondées de ce groupe d'âge consommaient avant la légalisation et maintenant seulement 19 %. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nos 15-20 ans, premièrement, on n'a jamais vu l'augmentation dans les premières années.
Et maintenant, en 2025, la proportion des 15-20 ans qui consomment du cannabis est même inférieure à ce qu'on voyait en 2018 avant la légalisation. On doit quand même faire attention avec ce genre de statistiques, car les personnes mineures ont été regroupées avec des personnes récemment majeures, comme l'âge légal de consommation du cannabis est de 21 ans. On parle quand même de 19 % des consommateurs qui n'ont pas l'âge de consommer des produits de cannabis, mais qui réussissent quand même à s'en procurer de manière légale. Chez les 15-20 ans, ce qu'on voit, c'est qu'il y a jusqu'à 85 % de ces plus jeunes qui nous indiquent obtenir du cannabis auprès d'une personne de leur entourage, un ami, une personne de la famille. Donc, nous, ce qu'on est allé faire, on est allé leur demander d'où provenait le cannabis en amont. Et ce qu'on voit, c'est que chez les plus jeunes, dans presque un cas sur deux, on observe qu'en amont, le cannabis venait de la SQDC. Selon l'ISQ, les 15-20 ans seraient davantage exposés à des publicités sur les réseaux sociaux comparés aux autres groupes d'âge, ce qui pourrait expliquer cette tendance à la baisse. On ne cherche pas à inciter les gens à consommer davantage de cannabis. Par contre, ceux ou celles qui consomment, eh bien, on les invite à consommer sur le marché légal. Les 15-20 ans consommeraient cependant davantage par voie de vapotage au lieu de fumer le cannabis, et cette consommation augmente de manière significative, en passant de 24 % en 2019 à 64 % en 2025. On sait que fumer le cannabis, donc quand le cannabis est brûlé, il y a un risque pour la santé des poumons particulièrement. Et les produits de vapotage de cannabis, eux, par contre, ont un risque qui est plutôt associé à la forte teneur en THC qui peuvent contenir. On a aussi été mesuré à quelle fréquence ces jeunes-là consommaient du cannabis en vapotant. On le voit que pour autour de 70 %, c'est moins de 3 jours par mois. Sachant que la consommation d'alcool est aussi en baisse pour ce même groupe d'âge, c'est une bonne nouvelle pour leur santé, selon la santé publique. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info. T'as pas mal moins de chances d'avoir un ticket cette semaine à Montréal parce qu'il y a la grève des cols bleus qui commence mercredi. Voici tout ce que tu as besoin de savoir. Mercredi, jeudi et vendredi, il n'y aura pas d'équipe d'entretien des rues. Ça veut dire qu'on a le droit de se stationner à certains endroits, même s'il y a une interdiction qui rentre en vigueur chaque année au 1er avril. Mais attention, tous les autres règlements de stationnement restent en vigueur, donc mettez pas votre auto n'importe où. Certaines collectes de déchets peuvent être affectées. Par exemple, dans Hochelaga-Maisonneuve, celle dans Mercier-Ouest de jeudi sera déplacée à samedi. Pour ceux qui sont inquiets, la majorité des collectes à Montréal seront maintenues puisque c'est fait par des sous-traitants. Si vous avez des doutes, vérifiez avec votre arrondissement et attention, ça se peut que certains centres, piscines et arénas soient fermés. Sinon, la Ville assure maintenir les services plus d'urgence, comme par exemple la réparation des feux de circulation brisés, le nettoyage suite à un accident, les opérations liées aux égouts, aux aqueducs, au traitement des eaux usées, à la crue des eaux et encore les réparations majeures de la chaussée. Bon, là, il ne précise pas c'est quoi la taille du trou pour que ça soit majeur. Petit rappel que la convention collective des cols bleus est échue depuis décembre 2024. Après 35 séances de négociation, il y a toujours une impasse. Les cols bleus dénoncent entre autres la proposition salariale qu'a fait la Ville, qui est de 11 % sur 5 ans. C'est Alexandra qui nous parle depuis l'Estrie ce soir. Frédéric est en Mauricie, mais je commence avec toi. Étienne, la suspension de la taxe sur l'essence fait des heureux un peu partout au Québec. Oui, et puis d'entrée de jeu, il faut mentionner qu'à Saguenay, précisément, les gens sont quand même contents de voir peut-être une potentielle baisse du prix de l'essence. On parle ici jusqu'à 10 cents le litre pour l'ordinaire et même jusqu'à 4 sous le litre pour le diesel. C'est ce que Mark Carney a annoncé un peu plus tôt aujourd'hui. Il faut mentionner qu'habituellement, à Saguenay, on est quand même choyé dans le sens où on paye moins cher le gaz qu'ailleurs au Québec. C'est CA Québec qui le mentionne souvent. C'est pas le premier reportage qu'on fait par rapport au dossier du prix de l'essence. Puis le coût à la pompe est souvent moins cher ici dans la région. Avec ce qui se passe, là, la situation est différente. En moyenne, le litre d'essence ordinaire coûte 1,88 présentement, un chiffre qui ressemble beaucoup à celui de Montréal, même en fait de quelques centièmes près. Finalement, un chiffre identique, oui, à Montréal, mais qui fait jaser. Mais il faut comprendre que les citoyens sont tout de même heureux de cette potentielle baisse. Là, on peut les écouter. C'est le temps qui pense à nous autres un peu, les consommateurs. Puis le prix des épiceries qui monte, puis tout, ça fait que ce serait normal qu'on ait un peu de lousse. Couper un peu dans les services publics pour les contribuables, pour qu'il y ait un 10 cents de plus dans leur poche à chaque litre qui se tanque, je pense pas que c'est forcément la meilleure idée du monde. Dans un contexte économique très difficile où il y a de l'inflation galopante à la fois sur les logements
sur les aliments, que le gouvernement fédéral donne un break aux consommateurs. Nous, on le voit d'un bon œil. C'est des discussions qu'on avait aussi avec des gens auprès du gouvernement. Alors finalement, la suspension de la taxe d'accise qui est appuyée par le Bloc québécois tout de même dans cette démarche. Merci beaucoup, Étienne. Frédéric, maintenant, le projet éolien TES Canada qui crée encore des tensions entre citoyens et élus. Le ton est d'ailleurs monté au conseil municipal de Sainte-Adelphière. La salle était pleine à craquer, si bien que certains citoyens ont même dû attendre à l'extérieur. La Sûreté du Québec était aussi sur place là, en cas de débordement. En fait, l'ambiance là, était extrêmement tendue. Et la mairesse de Sainte-Adelphe, Carole Neal, est même jusqu'à aller à qualifier la séance d'irrespectueuse et de pathétique. Il faut se rappeler que Sainte-Adelphe, c'est la municipalité la plus touchée par le projet Mauricie de TES Canada. 44 éoliennes pourraient y être implantées. Mais ce qui a véritablement jeté de l'huile sur le feu hier, c'est l'adoption de 2 règlements municipaux, l'un sur l'encadrement du bruit et l'autre sur la protection de l'eau potable. Taisez-vous! On entend tout le monde, puis on entend tous les propos quand ils ne sont pas désobligeants et irrespectueux. Écoutez, là, on n'est pas à petite école ici, là. Un peu plus de discipline. C'est pas tant que le projet était si mauvais que ça, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dedans qui ont été mis, qui étaient au jugement très subjectif. On n'allait pas nécessairement s'appuyer sur la science, mais plutôt sur ce qu'ils désiraient faire passer. On cherche à protéger les gens pour pas que les gens se retrouvent seuls à se défendre contre un promoteur qui a beaucoup de sous. TES Canada va analyser la validité de cette nouvelle réglementation dans les prochaines semaines. Merci, Frédéric. Alexandra, maintenant en Estrie, la famille colombienne qui s'est confiée à Nouveau Info en espérant pouvoir rester au Québec, a finalement quitté le pays hier. C'est le pire scénario qui pouvait arriver, Marie-Christine, la famille d'Erwin Wagner Giraldo, qui a été expulsée du pays. Une famille qui était très bien établie dans la communauté de Granby, a dû retourner donc en Colombie, et ce, malgré la pression qui a été faite par l'équipe de réhabilitation d'Erwin et la députée fédérale de Shefford, Andréane Larouche. Moi, je regardais un peu les heures se dérouler dans la soirée en espérant qu'ils m'envoient un courriel puis faire « Ils nous ont attrapés à l'aéroport et on reste au Canada », mais ça a été le silence radio. Oui, c'est vraiment d'une grande tristesse pour M. Giraldo et sa famille. C'est un manque d'humanité pour une situation qui s'était passée ici, un accident sur un lieu de travail, ici même au Québec. On a envoyé des courriels, on a parlé à des gens du cabinet des 2 ministres, donc Sécurité publique, Immigration. Les 2 ministres fédéraux n'ont pas retourné les demandes d'entrevue de Nouveau Info parce que, bien sûr, on voulait avoir leur côté de la médaille. Oui. Merci beaucoup, Alexandra. Au cours de la prochaine demi-heure, le gouvernement Carney suspend la taxe fédérale sur l'essence. Est-ce que Québec pourrait suivre l'exemple? Entrevue avec Éric Duhem. 10 ans après le début de la crise des surdoses en Colombie-Britannique, quelle est la situation chez nous? On fait le point. Et un dernier match de saison régulière pour les Canadiens de Montréal qui pensent déjà à la première ronde des séries contre le Lightning de Tampa Bay. Mais d'abord, guerre au Moyen-Orient. Il y a eu des pourparlers directs aujourd'hui entre le Liban et Israël pour la paix, bien sûr. Les négociations se sont tenues à Washington, mais Sabrina, toutefois, il y avait un grand absent à la table, c'est le Hezbollah. Oui, voilà, qui est considéré en fait comme une organisation terroriste, donc pas présent du côté de Washington. Mais tout de suite, on va aller voir qui était là, donc aujourd'hui, du côté de Washington. Donc, vous voyez, secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui agit comme médiateur. À gauche, vous avez l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis et de l'autre côté, vous avez l'ambassadrice du Liban à Washington. De ce qu'on comprend, c'est que les discussions se sont bien passées aujourd'hui. Il y a eu un petit peu plus de 2 heures de négociations et l'ambassadeur israélien a même dit que le Liban et Israël sont finalement sur la même longueur d'onde pour libérer, en fait, le Liban du Hezbollah. C'est donc assez positif, là, évidemment, donc selon lui. D'ailleurs, malgré les pourparlers, il y a des sites d'infrastructure présumément
du Hezbollah dans le sud du Liban qui ont été visés par l'armée israélienne, mais tout de même, quand même, c'est la première fois depuis 1993 qu'il y a des pourparlers directs, en fait, entre le Liban et Israël. Et il devrait y avoir une suite quand même, selon Washington. This is a historic opportunity. We understand we're working against decades of history and complexities that have led us to this unique moment. And the opportunity here, I know some of you are shouting questions about ceasefires. This is a lot more than just about that. This is about bringing a permanent end to 20 or 30 years of Hezbollah's influence in this part of the world and not just damage it's inflicted on Israel, the damage it's inflicted on Lebanon's people. Et là, juste si on essaie de comprendre, là, je sais, la semaine dernière, il y a eu une trêve, ça, c'était entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Aujourd'hui, les pourparlers, comme je le disais, c'était entre le Liban et Israël, les États-Unis qui agissent à titre de médiateur parce qu'il y avait eu confusion à un certain moment. On pensait que le Liban était inclus dans la trêve, mais ce n'était pas le cas. C'est pour ça, notamment, qu'il y a des pourparlers aujourd'hui. Et le chef de l'ONU, quand même, qui est positif relativement à tout ça. It's time for Israel and Lebanon to be working together instead of Lebanon being the victim of this negative conjugation of the actions of the Hezbollah and Israel. Et Sabrina, il faut parler du président Trump qui est revenu sur ses propos sur le pape et a écorché au passage la première ministre de l'Italie. Oui, c'est dans une entrevue qu'il a accordée à un média donc italien. Alors, Donald Trump qui a critiqué la première ministre d'Italie parce qu'elle a refusé d'impliquer l'Italie dans la guerre en Iran. Elle a dit c'est très triste, elle est bien différente de ce que je pensais. Or, au début, c'était pratiquement une histoire d'amour entre les deux. Là, ils s'entendaient quand même relativement bien. Donald Trump poussait à réitérer dans cette entrevue qu'il ne comprend pas la décision du pape Léon concernant la guerre en Iran. Tout de suite, on peut aller écouter la première ministre italienne. Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più. Et bien sûr, concernant la guerre en Iran, bien sûr, il y a eu ces négociations aujourd'hui entre le Liban et Israël, mais peut-être qu'il pourrait y avoir une autre ronde de négociations pour ce qui est de cette guerre-là entre l'Iran et les États-Unis. Merci, Sabrina. Donc, cette guerre au Moyen-Orient, bien, vous le savez, a des impacts sur le prix de l'essence. Eh bien, dès lundi, on va payer 10 cents de moins le litre d'essence, et ce, jusqu'à la fête du travail. Mark Carney a annoncé la suspension de la taxe fédérale sur l'essence durant 5 mois. Le chef du Parti conservateur du Québec est avec nous, Éric Duhem. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les contribuables, mais est-ce qu'on a les moyens de financer ça? Parce que ça va quand même coûter un bras et puis une jambe au Trésor public, là. Bien, écoutez, je pense qu'on a certainement les moyens de le faire. Là, le problème au Canada et au Québec, c'est pas parce qu'il manque de revenus, c'est parce qu'il y en a peut-être trop. C'est la gestion de l'argent qu'ils reçoivent. Là, moi, je pense pas qu'on a un problème de revenus. On a un problème de gens qui sont surtaxés. Ça, oui. Et l'essence est un exemple probant. Hein? Il y a 6 taxes sur l'essence. Les Québécois, quand ils passent à la pompe, là, il n'y a pas juste le gouvernement qui est siphonne. Là. Il y a c'est 6 taxes à la fois. Et là, M. Carney annonce la suspension pendant quelques mois d'une taxe. C'est une excellente nouvelle. Moi, je le félicite. Maintenant, j'invite la nouvelle première ministre, Mme Fréchette, au Québec, à faire de même parce qu'elle n'arrête pas de dire qu'elle veut améliorer là, les conditions de vie. Elle veut laisser plus d'argent dans les poches des familles pour faire face à la hausse du coût de la vie. Mais la première chose à faire, ça serait de suspendre les taxes. Au Québec, on pourrait même le faire à coût nul, c'est-à-dire qu'on est les seuls au Canada qui payons encore une taxe carbone. Hein? C'est 12-13 sous le litre. Et ça s'en va dans un fonds vert qui est surcapitalisé et mal géré, qu'on pourrait abolir. Donc, le gouvernement ne perdrait pas un sou. Puis on pourrait d'un matin réduire le prix à la pompe de 12-13 sous, en plus de la taxe sur les carburants qu'on pourrait progressivement aussi diminuer, comme le fait l'Ontario. Oui. Mme Fréchette, qui sera assermentée demain, a promis quand même la réduction des coûts des immatriculations dans le but justement d'aider les familles. Est-ce que ça suffit pas selon vous, mais c'est un pas dans la bonne direction? Moi, je salue toutes les diminutions de fardeau sur les épaules des contribuables québécois qui sont en passant les plus taxés du continent. Cela étant dit, les taxes sur l'essence, écoutez, le gouvernement du Québec pourrait d'un matin enlever 30 sous sur l'essence. S'il enlevait la taxe sur les carburants, la taxe provinciale et la taxe carbone, en plus de la TPS-TVQ, parce qu'au Québec, hein, on taxe les taxes. Mais tout ça, ça se fera pas. Mais tout ça, ça se fera pas à coût nul non plus. Il y aura quand même un impact financier. Le seul qui est à coût nul, c'est la taxe carbone. Exactement. Ça fait des mois et des mois qu'on le réclame. Puis Mme Fréchette a dit on va le faire, mais juste pour les agriculteurs. Je suis très heureux pour les agriculteurs, puis je l'appuie à 100 %.
mais ça serait le fun aussi que tous les autres automobilistes au Québec, les gens de d'autres industries en profitent également. En terminant, la course à la CAQ, on le sait, a créé des déceptions. La formation du Conseil des ministres va en créer d'autres. Qu'est-ce que vous faites en ce moment là, pour courtiser les déçus? Est-ce que vous faites un speed dating? Oui, je fais du maraudage. Là, je me promène, je parle à tout le monde. Je courtise particulièrement. Moi, vous le savez, là, moi, je veux réunir la droite autonomiste au Québec. Je suis un ancien produit de l'ADQ de Mario Dumont à une autre époque. Il y a beaucoup des gens de la CAQ, le 42 qui ont voté pour Bernard Drainville, en fait, là, ils ont voté pour les idées et les valeurs conservatrices le dimanche dernier. Il ne faut pas oublier ça. Là. M. Drainville a fait campagne beaucoup, pratiquement, avec notre programme en termes d'idées. Et moi, je veux rapatrier ces gens-là. Je pense que c'est important que la droite autonomiste au Québec s'unisse. Et présentement, effectivement, là, je suis en période de maraudage. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Toujours un plaisir. À bientôt. Au revoir. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors, oui, il y en a des caquistes déçus en ce moment, puis il va y en avoir d'autres la semaine prochaine parce que c'est la formation du Conseil des ministres. Ouais. C'est pas évident quand même comme exercice à faire. C'est jamais évident dans même un gouvernement tout neuf parce que, évidemment, le ratio homme-femme, représenter les régions, utiliser les forces des uns, les forces des autres. Ménager les égos. Ménager les égos. Et donc, en fait, tout le monde veut être ministre, hein? Et tous les députés veulent être ministres, et ils ne peuvent pas l'être. Alors, il y a forcément des déçus. Mais elle s'ajoute à ça le fait que, là, ils sont au plus bas dans les sondages. Et donc, la tentation d'aller voir ailleurs pour les députés, elle est évidemment très grande. On voit avec M. Duhem, si vous pensez que vous allez perdre parce que vous représentez la CAQ dans un comté qui est potentiellement une victoire pour le Parti conservateur, ben peut-être que vous allez vous laisser séduire. Mais est-ce que ça peut arriver, là, on est dans les hypothèses évidemment, que quelqu'un se fait offrir un poste de ministre mais qui est déjà en... Puis, non merci, ça ne m'intéresse pas? Parce que ça peut paraître mal d'accepter un poste de ministre, si tu veux, évidemment, aller dans un autre parti. Tout est possible, mais honnêtement, tout le monde veut être ministre en politique pour avoir plus d'impact sur des décisions. Mais là, en plus, oublions pas que ça s'appelle la Coalition Avenir Québec. Alors, en ce moment, elle doit garder, elle a une sorte de quadrature du cercle parce qu'elle doit faire une rupture avec un gouvernement extrêmement impopulaire, mais elle doit garder tout son monde. Parce que si elle dit, bon, mais moi, je choisis seulement l'aile économique, là, puis ceux qui étaient avec Bernard Drainville, Jolin Barrette, eux autres, je les exclus. Est-ce que tu penses qu'elle n'aura pas le choix, justement, de faire une place importante à Bernard Drainville et Simon Jolin Barrette? Elle le dit, d'ailleurs. Elle n'a pas le choix. Il faut qu'il y ait une certaine continuité et que l'aile, disons, plus identitaire se retrouve dans la CAQ. Sinon, ils s'en vont, ces gens-là, peut-être au PQ, peut-être au Parti conservateur ou simplement chez eux. Et avec le temps qu'il reste, le nouveau Conseil des ministres, est-ce qu'il va vraiment servir à grand-chose? Je peux m'exprimer ainsi parce qu'est-ce qu'on va avoir le temps de faire bouger certains dossiers? Elle a un avantage, là. Elle est au pouvoir. Et là, c'est le temps de se démarquer, c'est le temps de montrer ce dont elle est capable et montrer qu'elle va à la fois être dans la continuité de François Legault, mais aller ailleurs. Alors, c'est pas En fait, c'est une longue campagne électorale pour elle. Ben oui, mais puis c'est pas parce qu'un tel a été nommé à l'agriculture que ça va changer. C'est à elle d'imprimer un nouveau style à ce gouvernement-là, mais bonne chance avec ça parce qu'elle part très, très bas. Merci, Yves. À demain. À demain. Maintenant, une centaine de surdoses ont été signalées à Montréal dans les 2 dernières semaines. Certaines d'entre elles ont été mortelles. Des organismes demandent au gouvernement plus de ressources en pleine crise des opioïdes. Ils ont manifesté aujourd'hui à l'occasion de la journée d'action contre les surdoses. Étienne Fortin-Gauthier. Les surdoses ne font presque plus les manchettes. Pourtant, les décès seraient en augmentation, loin des regards. Aujourd'hui, les acteurs qui sont en première ligne veulent éveiller les consciences. Au Canada, partout au Canada, on est rendu à environ une moyenne de 5 décès par surdose par jour. On est tanné de mourir, tabarnak! J'ai connu des amis à moi qui sont morts de surdose, de speed, justement de cocaïne, de fentanyl. Oui, c'est difficile. C'est dur. Avec juste un petit peu d'opioïdes, ça peut te tuer. Puis c'est prescrit comme des bonbons à des personnes qui ont des troubles de santé mentale. Puis les gens développent des accoutumances à des
des substances qui sont en fait des drogues plus toxiques que ce qui se vend dans la rue. 14 avril 2016. La Colombie-Britannique déclenche l'état d'urgence, pas pour une tempête météo extrême, mais bien en raison des surdoses de drogue. J'ai moi-même été sur place pour constater la situation. Une scène d'une tristesse inouïe dont on vient d'être témoin. Des policiers, des pompiers qui tentaient de sauver la vie d'un homme. Bien là, les autorités viennent de confirmer son décès. L'état d'urgence a été un électrochoc politique et social, mais qui n'a pas permis de régler le problème. 10 ans plus tard, le bilan est catastrophique. 18 000 morts de surdose seulement dans cette province. Pendant ce temps, au Québec, la situation n'est pas plus reluisante. On parle de hausse des surdoses et de recul des politiques parce que depuis 10 ans, depuis la déclaration de l'état d'urgence de santé publique en lien avec la crise de surdose en Colombie-Britannique, les surdoses sont en hausse. Puis malheureusement, les politiques reculent dans plusieurs provinces du Canada. Il y a des endroits comme Cactus Montréal où est-ce qu'on a des projets avec vers un chez-soi qui se fait couper puis des gens qui perdent leur emploi. Puis c'est des services qui sont plus rendus. Ça peut pas bien aller dans les refuges, ça peut pas bien aller dans les services de consommation s'il y a moins d'intervenants puis s'il y a moins d'argent. C'est vrai, on s'était vus à Gatineau, nous deux, là. Oui, exactement. Quoi de neuf? Ça va bien, je suis maintenant en logement, donc sortie de la rue. C'est touchant de vous retrouver ici quand même, hein? Parce qu'on s'est vu il y a 2 ans. Oui, quand même, ça fait déjà 2 ans, oui. Oui. Ça c'est chez toi? C'est chez moi. C'est chez moi, oui. Puis, fait que là, depuis combien de temps tu vis ici? Ici, là, c'est depuis le mois de décembre à cet endroit-là. C'est pas à cause que tu consommes que tu veux nécessairement mourir. Oui, il y a de l'espoir, il y en a... C'est pas tout le monde qui réussit à sortir, mais je pense qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sort de la rue, ça donne de l'espoir aux gens qui sont là. Je sais ce que c'est, je comprends l'inconfort, puis ce que ça amène quand on croise des personnes qui sont en détresse ou qui se sentent pas bien ou qui vont pas bien, qui vivent dans une extrême pauvreté. Il faut se rappeler que ces gens-là souffrent beaucoup plus que nous puis ont bien plus peur que nous. La personne qui a dormi dans la rue hier soir, elle est bien plus effrayée que moi quand je passe à côté d'elle. On est à une époque de crise multiple, de guerre, de conflits politiques. C'est vraiment anxiogène, mais il ne faudrait pas oublier les gens qui font des surdoses, qui meurent à quelques mètres, quelques kilomètres de notre porte. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info. On connaît maintenant la distribution de la prochaine mouture québécoise de Grease. On vous la présente au retour avec Alex Perron. Claudia Bouvette et une trentaine d'artistes sur scène. Bonsoir Marie-Christine. Alors, Grease qui revient sur scène. Exactement. Proposition de chez Entourage, une nouvelle version de Grease. Cette fois-ci, c'est Claude Bégin qui va incarner Danny Zuko. Ce sera la première fois qu'on verra un Danny Zuko avec autant de tatous. Et du côté des filles, c'est Éléonore Lagacé et Claudia Bouvette qui vont s'alterner soir après soir dans les rôles de Sandy et Rizzo. Donc, elles vont partager les 2 rôles. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais bref, c'est plutôt rare qu'on voit ça. Habituellement, il y a des doublures pour chacun des personnages, mais là, les deux étaient tellement bonnes, ça n'avait pas quel choisir. Probablement. Amusez-vous. Il y aura aussi Joël Legendre qui va être là, Alice Derry et Julie Ringuette. Et autre particularité aussi, souvent quand on a les versions ici au Québec, on traduit les chansons en français. C'est des fois une demande des producteurs américains. Mais là, ça va rester en anglais. Donc, ce ne sera pas « Tu es celui que je veux », mais bien « You're the one that I want » qui va être sur scène. C'est déjà pour décembre prochain. Les billets sont en vente. Vous allez sur le greasespectacle.com. Maintenant, on va parler d'un humoriste français que j'adore, Paul Mirabel, qui est en tournée au Québec pour 2 spectacles. On va l'écouter. C'est dur de s'engager pour sauver la planète, là. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai vu un autre documentaire sur l'huile de palme dans lequel ils expliquaient qu'on avait détruit toute la forêt amazonienne. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, quand même. Toute la forêt amazonienne. Alors, jeune sensation qui fait fureur en Europe depuis à peu près 2020. Alors, il fait les comédie clubs, il fait les galas là-bas, il fait de la radio aussi. Il est tellement calme, c'est sa façon de raconter, la façon de dire ses punchs, c'est vraiment hilarant. Des blagues un peu naïves aussi, il fait le gars bon enfant, on l'adore. Et donc, c'est sa 2e visite ici pour sa tournée Par Amour. Donc, tu le dis, ce soir à Québec, au Centre Vidéotron, il reste quelques billets. Et le 16 avril, c'est à la Place Belle à Laval. Mais là,
plus de billets. Alors, si vous en voulez, il faudra soudoyer Marie-Christine qui y va avec sa petite famille. J'ai vraiment hâte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Madonna? Eh bien, c'est mon pop du jour. Madonna a vidé complètement son Instagram. Et dans ce temps-là, quand un chanteur... Non, quand un chanteur et une chanteuse fait ça, c'est louche parce qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est parce qu'il y a du nouveau matériel qui s'en vient. Elle a fait la même chose aussi sur son site internet madonna.com, son site officiel. Donc vraiment, là, dans les jours qui arrivent, on va avoir droit à une nouvelle chanson. Et parlant de chansons, il y a aussi Céline qui a fait une espèce de sortie avec un nouveau teaser d'un espèce de clip où on voit des gens se rencontrer à Paris, se retrouver. Et ça annonce une nouvelle chanson avec Jean-Jacques Goldman. C'est pas tant une nouvelle chanson, ce serait une chanson... Une vieille nouvelle. Ça devait être une chanson qui devait apparaître sur leur dernière collaboration qu'on avait mis à l'écart et que là, on devrait sortir en single, comme on dit chez les bons Français. Merci, Alex. À demain. OK. Ça de même. Yannick, Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Allô. On parle des différents scénarios du Canadien de Montréal. Je suis déjà stressé. Oui, on va l'expliquer comme il faut. Parce qu'il y a un match ce soir, dernier match du Canadien ce soir en saison régulière. Mais c'est quand même important, ça se passe à Philadelphie, mais ça peut jouer sur l'avantage de la glace en série. Bon. Déjà, le match de ce soir est assez accessoire dans tout ça parce qu'on sait d'ores et déjà que le Canadien va affronter le Lightning de Tampa Bay. Alors, si le Canadien gagne ce soir, le Canadien met de la pression sur le Lightning de Tampa Bay demain, qui doit gagner son match demain pour obtenir l'avantage de la patinoire. Je vais m'arrêter ici parce qu'il y a plusieurs autres scénarios. Alors, Parfait. Puis de toute façon, le Canadien veut terminer sa saison sur une bonne note face à une équipe qui est déjà qualifiée pour les séries éliminatoires. On sait déjà que Martin Saint-Louis devrait laisser de côté Mike Matheson, Josh Anderson et Philippe Danault. Adam Ekstrom, Joe Veleno et Brendan Gallagher pourraient jouer le match de ce soir. Et on sait que Jakub Dobeš sera le gardien du Canadien. Et il y a un an, aujourd'hui, Marie-Christine, qu'est-ce qui se passait? Alors, je te donne la réponse. C'est Ivan Demidov qui jouait son premier match avec le Canadien de Montréal il y a un an déjà. Le temps passe vite quand même. Il avait inscrit un but à moitié une passe face aux Blackhawks de Chicago. On tenait à t'en parler, Marie-Christine. C'est beau. Bon, maintenant, on va parler du soccer, les joueurs du CF Montréal qui ont eu un premier entraînement sous la gouverne de leur nouvel entraîneur. Philippe Eulafoy, donc c'est l'entraîneur par intérim, évidemment, du CF Montréal. Et tout de suite, on a noté qu'il y avait beaucoup plus de plaisir à l'entraînement aujourd'hui. Il souhaite utiliser ses joueurs aux bonnes positions et il ne se voit pas encore pour le moment comme un entraîneur pour les prochaines années du CF Montréal. Il veut vraiment y aller un match à la fois. C'est une étape dont on parlera plus tard. Mais écoutez-le bien lorsqu'il parle de ce défi qu'il est prêt à relever. C'est un défi passionnant, challenger, parce qu'il faut faire beaucoup de choses en peu de temps et avoir un impact le plus rapidement possible pour pouvoir être le plus performant possible samedi et prendre les 3 points. Donc voilà, c'est un défi superbe. Je suis plein d'enthousiasme et d'énergie. Maintenant, tennis, Leila Annie Fernandez qui réussit sa rentrée au tournoi de tennis de Stuttgart. Oui, on va y aller rapidement. Elle a gagné contre Philippine Alexandra Eila en 2 manches. Alors, belle victoire pour Leila Annie Fernandez. Au tournoi de Munich, victoire de Denis Shapovalov qui l'a emporté contre Talon Griekspoor. Pour sa part, Gabriel Diallo aura tout un test en match de 2e tour. Alexander Zverev sera son adversaire, 3e joueur au monde. En terminant, l'invité de Marc a assisté à l'entraînement de la Charge d'Ottawa. Invité de Marc Carney, notre premier ministre canadien, évidemment, qui était du côté d'Ottawa pour embarquer sur la patinoire avec les joueuses de la Charge d'Ottawa pour participer à l'entraînement. Il est heureux. Il a un gouvernement majoritaire maintenant. C'est pas la première fois qu'on le voit sur une patinoire avec une équipe professionnelle. Il avait également été avec les Oilers d'Edmonton en mai 2025. C'est un grand amateur de hockey. L'histoire ne dit pas s'il a réussi un tour du chapeau comme hier dans les partiels. C'est beau, ça, oui. Absolument. Un invité de Marc. C'est bien votre jeu. OK. Merci. Oui. On n'était pas ça, Michel et moi, on l'avait bien compris. Parce qu'on connaît la politique, nous, également. Oui. Hein? À demain, les gars. À demain. Ciao. On va aller faire un tour en Pologne maintenant, où la sécurité des résidents de la capitale Varsovie est assurée en partie par un robot, l'Android fabriqué en Chine qui sert à faire fuir les sangliers qui s'aventurent dans les rues. Alors, sur les réseaux sociaux, on le voit en train de courir après les 3 bêtes pour les repousser vers une forêt à proximité et lever les bras en guise de réussite de sa mission. Moi, je sais pas, mais je me demande, j'ai plus peur des sangliers ou du robot? C'est ça. Sa démarche fait un peu peur. Bon. Mon cher
Michel, Oui. ce soir, les débatteurs s'intéressent à l'état des routes. Partout au Québec, l'état des routes qui préoccupe Parce qu'on va énormément. parler de nids de poules, je Bien pense. sûr, il y a les nids de poules, il y a la chaussée qui se dégrade un peu partout, les déficits d'entretien. Juste pour mettre à jour là, le réseau routier, ce serait plus de 25 milliards de dollars en ce moment. On se demande où aller chercher cet argent-là. Rappelons qu'il y a déjà eu des payages au Québec. Bon, il y en a sur l'autoroute 30, sur le pont de la 25, mais est-ce qu'on ne devrait pas ramener ça? État des routes, devrait-on ramener les péages? C'est la question du débat de ce soir. On fait ça avec Victor, Justine, Jacinta et François de 22h30. Mais il y en a particulièrement cette année, on dirait plus que d'habitude. Oui, c'est pas C'est mon évident. constat personnel. Ouais, non, en effet, c'est l'impression qu'on a. Excellente soirée à notre antenne.